Je vais laisser la parole à Valérie Giroux. Donc, nous avons vraiment l'honneur de vous recevoir depuis le Canada. C'est vraiment chouette que vous ayez accepté notre invitation. Et donc, rapidement, je vais vous présenter aux personnes qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore. Donc, vous êtes Valérie Giroux, donc juriste et docteur en philosophie. Et vous êtes l'autrice, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, de la première thèse en éthique animale qui a été écrite en français que vous avez écrite au Québec. Vous êtes désormais chercheuse en philosophie morale et vous dirigez de nombreux travaux d'étudiantes et d'étudiants, comme ceux notamment de Virginie Simoneau-Gilbert, qui est également présente dans la salle, ou de Sarah Fravica, qu'on a eu la chance d'accueillir également hier. Vous êtes également coordinatrice scientifique du Centre de recherche en éthique du Québec, qui est situé à l'Université de Montréal, et vous êtes membre de l'Oxford Center for Animal Ethics. Et vous êtes également éditrice à l'Amorce, autrice de nombreux ouvrages sur le spécisme, comme par exemple le Que sais-je qu'on a déjà cité sur l'antispécisme, donc est paru en 2020. Donc je vous laisse la parole pour votre présentation et je vous remercie encore de votre présence. Bonjour, je voudrais commencer par chaleureusement remercier Victor pour cette belle invitation, puis Joséphine, donc, et toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de ce formidable colloque. Du Québec, là, en raison du décalage horaire, il m'était malheureusement impossible d'écouter toutes les présentations, mais j'ai pu en entendre quelques-unes hier et j'ai appris plein de choses. Je suis contente de savoir que la plupart des interventions ont été enregistrées. J'ai bien l'intention de me rattraper et en les écoutant là, en différé. J'espère que je ne vous raconterai rien qui soit trop répétitif aujourd'hui. Je me permets avant ça de remercier également et très chaleureusement Claire, dont l'intervention m'a bouleversée, en partie parce que je me suis grandement reconnue dans son expérience si courageusement présentée. Je remercie aussi Laurent, dont le travail est absolument inestimable et envers qui je me sens tellement reconnaissante. Merci en fait à toutes celles et à vous toutes et vous tous qui êtes là. Il me fait vraiment très plaisir de vous parler aujourd'hui de mes observations à propos de la recherche en éthique animale dans le milieu universitaire. Les chercheuses qui se consacrent à nos devoirs moraux envers les animaux d'autres espèces ou à nos obligations de justice envers eux ont tendance à prendre position, à prendre parti. Elles, je féminise pour simplifier, ont tendance à adopter une posture ouvertement favorable, sinon à la libération animale, au moins à la limitation stricte des usages qu'on fait des animaux sensibles et à l'amélioration considérable des traitements qu'on leur réserve. Ces chercheuses tissent des liens avec les activistes de terrain. Elles se considèrent souvent elles-mêmes comme des activistes d'ailleurs. Elles conçoivent leur recherche comme une partie intégrante de leur militantisme. Bien sûr, on ne veut pas d'une recherche universitaire parfaitement désengagée, surtout pas en philosophie morale ou dans les domaines qui touchent à des enjeux de justice. Si on peut, certes, chercher à comprendre ou à savoir parce qu'on valorise la connaissance et la vérité, on reconnaît aussi, et sans doute plus encore, la valeur des réflexions qui ont des effets bénéfiques concrets, qui cherchent à améliorer les choses, à rendre le monde meilleur. On valorise la recherche qui part de problèmes réels et qui permet de trouver des solutions applicables. On est globalement d'accord pour dire que la philosophie ne doit pas être entièrement faite dans une tour d'ivoire et qu'elle doit aussi, peut-être surtout, contribuer à faire moralement progresser notre société. Et ça, ça signifie que les philosophes, des philosophes en tout cas, se positionnent face à divers enjeux sociaux et descendent dans l'arène publique. De toute manière, on a largement renoncé, je pense, à la possibilité d'une parfaite neutralité ou objectivité en recherche. On a abandonné l'espoir que le simple exercice de la raison puisse nous la garantir. On sait maintenant que le travail des chercheuses est nécessairement orienté par leur culture, leurs expériences personnelles, leur vision du monde. Et on pense que ça ne prive pas entièrement la recherche de toute sa valeur scientifique. Si l'objectivité reste certainement un idéal vers lequel tendre, on veut évidemment éviter autant que possible les préjugés ou les biais épistémiques, on ne reproche généralement plus aux chercheuses de ne pas être parfaitement impartiales. Tout ça est vrai, mais je suis tentée de dire que ce n'est pas également vrai dans tous les domaines de recherche. C'est la raison pour laquelle, en plus de se pencher sur les manières précises que trouvent les chercheuses en éthique animale d'influencer les gens et d'affecter nos pratiques, je pense qu'il est intéressant de prendre un pas de recul et d'aborder le problème du passage de la théorie à la pratique dans le domaine de la recherche universitaire consacrée à nos obligations de justice envers les autres animaux. Même si les chercheuses se consacrent à la question de nos rapports de justice avec les animaux non humains subissent de moins en moins les moqueries de leurs collègues,
Il en demeure pas moins que les recherches sur les petites bêtes ou sur nos amis les animaux sont rarement considérées avec autant de sérieux que celles qui portent sur les autres populations vulnérables et marginalisées. Même si l'éthique animale s'impose enfin comme un champ de recherche respectable dans le milieu universitaire, du moins dans le milieu universitaire québécois où j'évolue, la manière pour les chercheuses de se positionner clairement contre l'humanisme exclusif est encore accueillie avec une certaine dose de suspicion. On peut maintenant, j'ose espérer, décrier le sexisme ou le racisme et s'afficher à l'université comme féministe ou antiraciste sans constamment se faire reprocher ni même rappeler sa partialité. Mais on ne peut pas encore aussi facilement critiquer le suprémacisme humain et s'afficher comme animaliste sans risquer de susciter un peu d'agacement ou d'attendrissement teinté de mépris. Si on peut fort heureusement, enfin, et encore très imparfaitement, exiger des politiques institutionnelles concrètes en milieu universitaire pour contrer la discrimination en fonction du sexe, du genre, de l'origine ethnique ou de l'appartenance religieuse, que ce soit dans l'embauche de personnel ou dans les évaluations des travaux étudiants, on peut encore difficilement exiger des politiques institutionnelles qui viseraient à contrer la discrimination en fonction de l'espèce, dans le choix des aliments servis à l'occasion des réunions ou colloques universitaires, par exemple, ou dans la recherche qui se passe en laboratoire scientifique sur des modèles animaux. Les chercheuses qui dénoncent l'exploitation des animaux non humains, on les laisse parler, c'est déjà pas mal, mais disons qu'en dehors de quelques laboratoires de recherche, comme le Centre de recherche en éthique où je travaille, et de certains départements ou de certaines facultés plus progressistes que les autres, on prend encore beaucoup de ce qu'elles nous disent avec un grain de sel et on leur demande surtout de ne pas essayer d'imposer leur vue. Leur engagement militant doit rester à l'extérieur des murs de l'institution universitaire. On préfère encore faire comme si leurs travaux théoriques n'avaient pas d'importantes implications pratiques. Et on fait ça non pas parce qu'on est dans une situation de désaccord raisonnable ou des collègues ont des raisons moralement acceptables de soutenir chaque jour l'élevage industriel. Je pense qu'il y a une espèce de consensus par recoupement quant à l'aspect moralement problématique des produits animaliers servis par les traiteurs non végétaliens. Plus simplement, moins consciemment, on fait savoir aux chercheuses en éthique animale que leur crédibilité et le respect qu'on leur témoigne dépendent en grande partie du fait qu'elles ne culpabiliseront ou ne dérangeront personne, qu'elles resteront en quelque sorte souriantes et agréables au moment de dénoncer ce qu'elles estiment être profondément injuste. Le sociologue Howard S. Becker remarquait déjà en 1967 que quand une chercheuse s'intéresse à un groupe subordonné, on la soupçonne de parti pris. L'ordre moral de référence étant celui du groupe dominant, toute recherche qui favorise un autre ordre, un ordre concurrent, risque d'être taxée de marginale ou d'inconvenante. Dans le domaine de la recherche universitaire, on observe, pour reprendre les mots de Becker, une hiérarchie de la crédibilité, hiérarchie déterminée en fonction de l'idéologie dominante. Plus on s'en éloigne, plus on est suspecté d'être en proie à des préjugés. Plus on s'y conforme, moins on a besoin de se justifier. Tout comme il était extrêmement subversif de défendre à une autre époque pas si lointaine l'égalité des femmes ou des minorités visibles, il l'est encore aujourd'hui de défendre celle des animaux non humains. Pourquoi? Parce que l'idéologie dominante en ce qui les concerne est encore largement invisible. En fait, on vient à peine de la nommer, reconnaître, analyser ou révéler l'ordre spéciste et carniste sous lequel on vit, c'est même, je dirais, une des principales contributions des chercheuses dans le champ d'éthique animale. Depuis toute petite, on nous inculque que les êtres humains se distinguent des autres animaux, qu'ils leur sont moralement supérieurs et que, pour cette raison-là, il est légitime de les exploiter pour nos divers usages. Bien évidemment, une grande proportion de ces animaux sont sensibles, ils peuvent souffrir. Explicitement ou implicitement, on nous fait bien comprendre que leur faire mal inutilement serait tout simplement cruel et qu'il faut éviter ça, mais que s'il s'agit de se divertir, de suivre la mode vestimentaire, de tester nos produits cosmétiques ou domestiques, de satisfaire nos papilles gustatives ou de maintenir nos traditions culturelles, alors là, par contre, on doit accepter de faire souffrir des animaux, d'abréger dramatiquement leur existence, de les capturer ou d'en faire l'élevage. L'idéologie carniste nous porte à supposer, souvent même sans nous en rendre compte, qu'il est naturel, normal et nécessaire d'exploiter différents animaux pour nos fins, que c'est en quelque sorte un mal nécessaire. Nécessaire? Bien sûr que non. Il n'y a rien de nécessaire là-dedans. Utile peut-être, mais quand même difficile à justifier puisqu'il s'agit alors d'accepter, d'accorder moins d'importance à certains individus ou à leurs intérêts pour de mauvaises raisons, comme le fait qu'ils n'appartiennent pas à l'espèce Homo sapiens. Les réflexions des chercheuses en éthique animale en ont amené plusieurs à soutenir que ni l'espèce en elle-même,
ni les capacités cognitives sophistiquées qui lui sont typiquement associées, en tout cas à l'espèce humaine, ne peuvent à elles seules déterminer la valeur morale des individus. Ces critères de l'espèce ou encore de l'intelligence, de la conscience de soi ou de la gentilité morale échoueraient à justifier l'exclusion de certains individus de la communauté morale des égaux ou encore un traitement inégal de leurs intérêts semblables. Les travaux menés par les chercheuses qui s'intéressent à la question animale sous l'angle de la psychologie morale ont également permis de révéler les mécanismes qui nous permettent de nier ou d'ignorer l'immense violence perpétrée contre les animaux dont on se sert pour différents usages. On comprend mieux comment on parvient à surmonter la dissonance cognitive entraînée par ce qui est maintenant connu comme le paradoxe de la viande. Comme l'explique si bien notre collègue Laurent, le paradoxe de la viande est en fait et le fait que les individus, par leurs habitudes quotidiennes, contribuent à causer énormément de souffrance et d'autres torts aux animaux non humains, alors qu'ils ne leur veulent pourtant aucun mal. Et ce paradoxe entraînerait une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire que de se rendre compte que nos comportements ne sont pas du tout conformes à nos valeurs et à nos croyances, provoquerait un grand malaise qu'on chercherait à apaiser par le recours à différents moyens. Soit bien sûr en modifiant notre comportement, en adoptant un mode de vie vegan qui exclut le plus possible les produits issus de l'exploitation d'animaux sensibles et les services qui en sont tirés, mais si on n'a pas envie de se résoudre à changer ses habitudes, si on n'est pas prête à modifier son mode de vie, ce qu'on peut faire, semble-t-il, c'est d'abord de minimiser l'effet de son comportement individuel comme consommatrice sur le nombre d'animaux qui seront élevés et tués pour l'alimentation humaine. On peut aussi se convaincre que les autres animaux ne sont quand même pas aussi sensibles que nous, que les éleveuses les connaissent souvent par leur nom et ne leur font certainement aucun mal, qu'ils sont habitués au traitement qu'on leur fait subir, etc. On peut enfin se dire qu'on en a besoin pour se nourrir, qu'on a besoin de se nourrir de protéines animales pour être en santé, que les animaux sont faits pour nous servir, que l'économie s'effondrait si on mettait fin à leur assujettissement. En révélant tout ça, les chercheuses nous montrent que si on est aussi réticente qu'on l'est à reconnaître la gravité morale de l'exploitation des autres animaux sensibles, c'est peut-être pas autant parce qu'on a de bonnes raisons morales, de bonnes raisons philosophiques, que parce qu'on a de bonnes stratégies psychologiques pour rester relativement à l'aise avec le statu quo. Les chercheuses qui défendent l'égalité morale ne sont pas plus partiales ou moins objectives que les autres. Même la perspective la plus radicalement antispéciste n'est pas plus tendancieuse d'un point de vue scientifique que celle du carnisme, perspective qui influence de manière souvent imperceptible à peu près toutes les autres chercheuses, quel que soit leur domaine de recherche. Contrairement à ce qui est souvent supposé, l'idéal de neutralité épistémique en recherche profite en fait de l'apparition dans le milieu universitaire et dans le grand public de points de vue critiques de l'idéologie spéciste qui domine et nous influence souvent à notre insu. Ces points de vue critiques ne peuvent qu'optimiser la liberté de penser, qu'enrichir les échanges et les débats d'idées. Ça ne peut que contribuer à débarrasser ou à libérer la recherche et la discussion de certains préjugés qui l'influencent indûment. Quand les chercheuses en éthique animale nous montrent qu'on a grandi sous l'emprise d'une certaine hégémonie idéologique, ça devrait nous amener à nous méfier encore plus de nos propres dispositions à interpréter les informations disponibles de manière objective. On devrait se méfier de nos biais de confirmation potentiels, de nos motivations conscientes et inconscientes à accorder moins de crédit aux positions qui s'éloignent de nos intuitions non réfléchies ou qui nous prescriraient de changer des comportements qu'on n'a pas envie de changer. On pourrait craindre notre propension à rationaliser nos pratiques plutôt qu'à examiner de manière lucide les arguments qui les remettent en question. Et se méfier de tout ça, ça peut peut-être même aller jusqu'à envisager de ne pas systématiquement s'assurer de donner autant de temps de parole à une personne qui défend l'exploitation animale qu'à une chercheuse qui s'y oppose. Parce que présenter les deux côtés de la médaille dans un contexte qui n'est pas lui-même neutre ne favorise pas toujours l'objectivité. Quand une des deux positions défendues est déjà largement acceptée comme vraie par l'ensemble de la société, alors que l'autre est méconnue, dérangeante, nouvelle ou souvent caricaturée, ça ne favorise pas nécessairement l'atteinte de la vérité ou la découverte de la meilleure manière de voir les choses. Accorder toujours la même visibilité à la position dominante qu'à la position marginale et les présenter comme si elles étaient grosso modo égales, c'est donc, en tout cas on peut le craindre, risquer de consolider le statu quo et ça peut sérieusement nuire à l'acquisition de connaissances.
Surtout qu'il faut bien le dire, les débats publics auxquels sont conviés les animalistes les opposent souvent à des gens qui n'ont pas autant réfléchi à la question et qui ont néanmoins l'impression d'avoir la légitimité qu'il faut pour défendre l'idéologie dominante. À moins de nier la possibilité de l'expertise morale, il me semblerait malheureux que les gens qui ont le plus ou le mieux étudié une question d'éthique appliquée particulière, comme celle de nos obligations envers les animaux non humains, soient incités à ne pas révéler les conclusions normatives que leurs travaux les conduisent à tirer dans toute leur portée pratique, ou du moins à ne pas insister sur ces conclusions-là, à faire preuve de retenue et à éviter l'activisme. Ce serait dommage parce que ça impliquerait en effet que les opinions de tout un chacun prennent plus de place dans les discours publics que les réflexions les plus rigoureusement menées. Parce que personne ne se gêne beaucoup pour dire qu'on ne va quand même pas mettre une souris et un être humain sur un pied d'égalité. C'est dommage si celles qui voient là un problème et qui ont des arguments dépassant la simple intuition anthropocentrée pour critiquer la hiérarchisation morale des espèces et pour défendre l'égalité animale sont sinon poussées à l'autocensure, souvent écartées par des slogans auxquels on a toute tendance à s'accrocher pour ne pas être confrontés dans nos habitudes quotidiennes. Pour le bien de la connaissance, donc, et pour favoriser le progrès moral, il me semble qu'il faut encourager les chercheuses, même celles qui défendent des thèses subversives, à s'exprimer publiquement, à prendre de la place dans l'espace médiatique. Et c'est désolant, il me semble, d'entendre dire qu'au contraire, les intellectuelles québécoises, je ne sais pas si c'est aussi comme ça en France, sont de moins en moins présentes dans nos médias, qui donnent plus souvent la parole à des chroniqueuses qui cherchent souvent à avoir le bon ton de la modération ou encore à des célébrités. La recherche qui est conduite sur des enjeux éminemment éthiques peut difficilement l'être de manière détachée, de manière neutre et sans engagement personnel. Et elle n'a pas à l'être. Ce qu'elle doit, c'est être honnête. Ce qu'on peut exiger des chercheuses en éthique animale, comme dans tous les domaines d'ailleurs, c'est qu'elles mettent carte sur table, c'est qu'elles révèlent leur couleur idéologique. Et pour ça, il faut les encourager à assumer les conclusions normatives et pratiques auxquelles elles arrivent en accueillant leurs propos avec toute l'ouverture et la bonne foi nécessaires et appropriées. Et il faut soi-même être prête à faire preuve de la même honnêteté et à exprimer ses propres affiliations idéologiques en étant suffisamment attentive pour débusquer même celles qui sont rendues invisibles par leur caractère dominant. Les choses s'améliorent et je ne voudrais pas donner l'impression de ne pas m'en apercevoir. Dans plusieurs universités, on voit maintenant se développer le champ des études animales critiques. Je lève mon chapeau à mon amie Émilie Dardenne au passage, dont plusieurs chercheuses revendiquent haut et fort leur statut de militante. Au Centre de recherche en éthique où je travaille d'ailleurs, on a récemment adopté une politique d'éthique pratique, nous engageant justement à fournir les efforts nécessaires pour aligner nos comportements sur les positions éthiques défendues par nos chercheuses en éthique environnementale et animale. On a pris la résolution de réduire notre empreinte écologique et le tort causé aux animaux par différents moyens, incluant le recours à des traiteurs végétaliens. On a aussi vu naître le groupe de recherche en éthique environnementale et animale, le GREA, qui organise non seulement des activités scientifiques, mais aussi des conférences grand public. On tend aussi à développer des collaborations avec des acteurs de terrain. Au comité d'expertes du milieu pratique, duquel on s'est récemment doté au CRE, siège la directrice générale de la SPCA de Montréal. Et en collaboration avec cette association, la SPCA de Montréal, on a formé une équipe d'éthiciennes, incluant notamment François Jacquet, qui se sont penchées sur les dilemmes moraux que les employés de la SPCA nous ont confié rencontrer dans leurs tâches quotidiennes pour les aider à prendre les meilleures décisions possibles. Enfin, les chercheuses en éthique animale commencent à sentir qu'elles peuvent affirmer, sans courir trop de risques, leur engagement pratique et se présenter dans le monde à titre de chercheuses et sans faire démesurément honte à leurs collègues ou aux responsables des institutions auxquelles elles sont affiliées pour tenter d'améliorer réellement les choses pour les autres animaux. Il faudrait maintenant servir d'exemple et inspirer les autres milieux de manière à ce que partout les chercheuses en éthique animale se sentent à l'aise de défendre activement les animaux autres qu'humains et de contribuer à rendre ainsi la société plus juste pour tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Et dans le chat, n'hésitez pas à déposer des questions ou à prendre la parole.
Moi, je voulais d'abord, donc, évidemment, vous remercier et peut-être revenir justement sur ce dont vous avez parlé concernant la neutralité, qui est un objectif, en effet, souhaitable, mais inaccessible, et revenir justement sur les enjeux de cet objectif de neutralité qui peut, comme vous l'avez souligné, évincer aussi les personnes qui pourraient en parler, mais qui sont considérées comme non neutres par rapport au critère de neutralité qui est celui de l'homme blanc âgé. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ça? Comment cet objectif, il est éventuellement différent au Canada? Ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution à ce niveau-là. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits par les chercheuses et qui tentent à revendiquer, à critiquer justement l'objectif l'objectif de rendre la recherche complètement neutre, puis à assumer le fait qu'on soit orienté dans nos travaux, dans la façon de mener nos travaux et qu'on arrive à des conclusions normatives qui nous touchent et qui nous influencent. Et comme je le mentionnais dans mon intervention, j'ai l'impression que le réel danger, c'est de ne pas accueillir avec ouverture et favorablement peut-être la partialité de la recherche qui peut être faite parce qu'en encourageant les chercheuses à cacher peut-être leur biais ou l'engagement qu'elles ont, on finit par être nous-mêmes comme à être trompé, disons, parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas juger nous-mêmes, prendre les choses avec un grain de sel, par exemple, ou je pense que ça nuit donc finalement à l'objectivité qu'on valorise tant. Alors, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Je ne sais pas si j'ai rendu cette idée-là clairement, mais je pense que c'est vraiment contre-productif comme idéal. Au Québec, je sais pas si je peux pas faire me prononcer sur la comparaison Québec-France à ce niveau-là parce que je connais pas assez ce qui se passe en France. Je pense qu'au Québec, en tout cas, les choses tendent à changer et il y a une ouverture vers la recherche engagée, mais bien sûr, tout en essayant d'éviter, hein, comme je mentionnais aussi, là, on vise évidemment de se dégager de nos préjugés, mais on doit reconnaître que c'est pas possible de le faire parfaitement et je pense que c'est de plus en plus le cas, je constate que c'est de plus en plus le cas au sein des chercheurs universitaires au Québec. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux également en poser une deuxième. Je me demandais justement si vous, personnellement, vous avez accusé de non-neutralité concernant vos travaux sur l'éthique animale ou si vous n'aviez pas rencontré ce genre de discours. Je dirais que quand j'ai en fait, probablement ce qui a influencé mon choix de faire des études universitaires était largement le fait que j'étais mieux accueillie dans le milieu universitaire que dans la société civile de manière générale. J'ai l'impression que les recherches sur le spécisme étaient prises relativement au sérieux par les chercheurs qui faisaient de la philosophie morale. Et ça c'était très encourageant et c'était extraordinaire pour moi et ça m'a beaucoup plu et j'ai eu envie évidemment de poursuivre, c'est ce qui m'a influencé à poursuivre dans cette voie-là. Mais cela dit, c'est une chose de dire que c'était pas ridiculisé peut-être et qu'il n'y avait pas excessivement d'hostilité, mais de là et je le mentionnais également tout à l'heure, de là à dire que les implications pratiques des conclusions de mes recherches, elles, par contre, je pense, ont toujours été largement questionnées, c'est-à-dire que on m'a souvent, très, très souvent remercié ou félicité d'avoir le sourire, de ne pas culpabiliser mes collègues, de ne pas trop parler justement des implications pratiques, des conclusions normatives auxquelles j'arrivais, en tout cas, de ne pas embêter, de ne pas revendiquer trop de choses pratico-pratiques autour de moi. Et je pense que ça témoigne en fait d'un réel problème et encore d'une réticence. On est prêt
s'adonner au jeu intellectuel que les discussions sur l'antispécisme représentent, mais de là à vraiment réellement remettre en question les pratiques institutionnelles ou les pratiques individuelles au sein du milieu universitaire, on n'en est pas tout à fait là. En conclusion, je disais tout à l'heure qu'il y a quand même des progrès là, notables au centre de recherche où je suis. J'en constate vraiment plusieurs, mais je remarque néanmoins une différence flagrante entre la façon dont les conclusions normatives peuvent être accueillies dans d'autres domaines de recherche par comparaison à l'éthique animale.